Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Sayed Messire Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire. Merci d'être revenu parmi nous. Salut Glenn, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça montre à quel point j'aime ton émission, car j'ai dû me donner beaucoup de mal pour me connecter. Eh bien, je vous en remercie beaucoup. Je suppose que vous faites référence aux connexions Internet en lien avec les différentes émeutes qui ont eu lieu dans plusieurs villes d'Iran, y compris à Téhéran. Il semble toutefois que chaque fois qu'il y a une préparation à une nouvelle opération de changement de régime ou à une invasion, le scénario est presque toujours le même. D'abord, on déstabilise une société par des sanctions et une guerre de l'information. Ensuite, on exploite les griefs du public et on provoque des manifestations violentes. On annonce son intention d'aider ou de soutenir les habitants dans leurs aspirations à la liberté, contre leur propre gouvernement, bien sûr. Et la rhétorique se réduit toujours à un choix binaire. Soit on ne se soucie pas de la lutte pour la liberté et des aspirations des manifestants courageux, soit on soutient les sanctions et l'intervention militaire. Ainsi, après le coup d'État ou l'invasion, il s'avère que les États-Unis et leurs alliés avaient en réalité des intérêts géopolitiques et de puissance à somme nulle, plutôt que d'agir uniquement par altruisme et par amour de la liberté. Mais presque à chaque fois, le résultat est le même, depuis le printemps arabe. Le pays censé être libéré finit détruit. Nous avons donc tous déjà vu ce scénario. Et c'est pourquoi je considère que les Iraniens peuvent bien sûr protester contre leur gouvernement autant qu'ils le souhaitent. Mais il s'agit d'une question interne, et dès qu'elle devient internationale, il est impossible d'en exclure la géopolitique. Désolé pour cette longue introduction à la question, mais comment évaluez-vous la situation actuelle sur le terrain à Téhéran? Quelles sont les revendications internes et quel est le volet géopolitique dans tout cela? Eh bien, vous savez, je devrais d'abord souligner que de temps en temps, tous les quelques années, l'Occident, les médias occidentaux, les experts occidentaux, les groupes de réflexion et les dirigeants affirment que l'Iran est au bord de l'effondrement. Et à chaque fois, des gens comme moi viennent dire que cela n'arrivera pas. L'État bénéficie d'un soutien populaire, la Constitution est quelque chose à laquelle une très large majorité d'Iraniens adhèrent. Et ces évaluations reposent sur des vœux pieux. Et chaque fois ils disent « Vous êtes le porte-parole d'un régime moribond » ou quelque chose de ce genre. Puis ça continue, c'est comme une boucle. Ça se répète encore et encore tous les 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans, 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons connu une chute soudaine de la monnaie. Je ne connais pas le pourcentage exact, mais disons 40 ou 50% sur une période relativement courte. Peut-être 30%, je ne suis pas sûr, car je ne suis pas le taux de change. Mais c'était une chute soudaine, et il s'est avéré qu'elle était provoquée depuis l'étranger. En d'autres termes, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont exercé des pressions sur les lieux qui gèrent les échanges de devises avec l'Iran. Donc, pendant un certain temps, il y a eu beaucoup de difficultés. Puis comme la monnaie avait chuté si brutalement, nous avons vu des manifestations à Téhéran et dans quelques autres villes. Pas très importantes, peut-être quelques milliers de personnes, je dirais. Là encore, je ne connais pas les chiffres, mais disons quelques milliers. Elles étaient pacifiques. Et qui étaient ces gens? Principalement des commerçants, des personnes qui tiennent des boutiques, qui achètent et vendent des marchandises. Et leur argument était le suivant. Écoutez, si vous ne stabilisez pas la monnaie, nous allons faire faillite, car nous vendons des marchandises et soudain les prix augmentent et nous ne pouvons plus acheter de nouveaux produits à mettre dans nos magasins.
Pour le dire simplement, car je ne suis pas économiste, les manifestations se sont déroulées pacifiquement. Personne n'a été arrêté, personne n'a été blessé, la police n'est pas intervenue, rien ne s'est passé. Puis nous avons vu le deuxième jour. Le deuxième jour, les manifestations ont continué, probablement le même nombre de personnes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, à Téhéran. Pas dans la plupart des villes, mais peut-être dans quelques-unes des plus grandes. Ensuite, il y a eu des infiltrations. Soudain, de petits groupes de personnes, et nous avions déjà vu cela il y a 4 ans, de petits groupes très disciplinés, très bien organisés, ont commencé à infiltrer les manifestations et à provoquer des émeutes. Et ils ont été très violents. Au cours des derniers jours, plus de 100 agents des forces de l'ordre ont été assassinés. Certains ont été décapités, brûlés vifs, ou ont eu le visage et la tête écrasés par ces individus. Donc, aux États-Unis, nous avons un cas où, désolé, quelqu'un vient d'entrer et m'a demandé si Internet fonctionnait, et j'ai répondu, oui, tout va bien. Bref, aux États-Unis, il y a eu le cas d'une femme abattue d'une balle dans la tête par un agent de l'ICER, et nous avons vu ce qui s'est passé là-bas. L'argument était qu'elle s'apprêtait à lui foncer dessus ou à le renverser, et la question était de savoir si elle avait tourné à droite ou non. Ils ont assassiné plus de 100 agents des forces de l'ordre. Ils ont brûlé vive une jeune femme qui se trouvait dans une clinique, elle était infirmière. Ils ont incendié le bâtiment. Et c'est that tout de même me passait sa pie. They burned down the building. She went to the top floor, but she still couldn't escape. They burned down Ils ont incendié ils ont tué une personne du Croissant Rouge. Ils ont assassiné beaucoup de gens, des gens ordinaires dans la rue, une fillette de 3 ans. Beaucoup de personnes sont mortes. Personne ne sait comment elles sont mortes. Un chirurgien m'a dit que beaucoup des blessures qu'il a traitées, parce qu'il était, je ne sais pas comment on dit en anglais, mais sans doute un chirurgien traumatologue ou quelque chose comme ça. Enfin, il s'occupe de ce genre de cas. Il a dit que dans son hôpital, et un autre médecin l'a confirmé, des gens avaient été abattus avec des armes de poing, des pistolets à courte distance. Et il était clair que ces gens ne se contentaient pas d'incendier des bâtiments. Ils ont brûlé de nombreux bus publics. Ils ont détruit beaucoup des ambulances, mais aussi des camions de pompiers. Ambulances, but also fire engines. They burned down many buildings. The damage that they caused. Ils ont incendié de nombreux bâtiments. Les dégâts qu'ils ont causés à travers le pays en seulement quelques jours, 3, 4 jours, sont énormes. Et ils ont été très violents. Maintenant, en Occident, on peut prétendre qu'il s'agit de manifestants pacifiques et ignorer toutes les vidéos que les gens publient. Les médias occidentaux, bien sûr, ignorent tout cela. Mais aujourd'hui, lundi, dans tout le pays, nous avons eu des manifestations contre les émeutiers, contre les terroristes et en soutien à la République islamique d'Iran et à la Constitution. Chacun peut aller voir les images. Ces manifestations ont eu lieu dans tout le pays, dans chaque ville. Ce n'est donc pas comme si les gens s'étaient déplacés d'une ville à l'autre pour se rassembler en un seul endroit. Chaque ville a la sienne. Les gens peuvent donc regarder les foules à Ispahan, à Tabriz, à Avaz, à Mashhad, partout, et elles étaient incroyablement nombreuses. À Téhéran, probablement, d'après ce que j'ai vu, c'est le plus grand rassemblement de personnes que nous ayons jamais eu. Très probablement. Les gens ne peuvent donc pas nier ce qui a été montré à la télévision. Ils peuvent aller sur Press TV, sur le compte Twitter de Press TV. Mon compte Twitter en a aussi quelques-unes. Chaque fois que je vais dans un studio, puisque j'ai pas Internet, nous ne pouvons accéder pour l'instant qu'au site iranien. Quand je veux publier un tweet, je vais dans un studio, je le fais rapidement, puis quand je sors, je ne peux plus le faire car j'ai pas ma propre connexion pour le moment, comme tout le monde.
Mais le fait est que, malgré toutes les émeutes et malgré l'énorme propagande, il existe cet empire médiatique en persan, basé dans des pays occidentaux, qui comprend de nombreuses chaînes de télévision, certains disent des centaines. Je ne sais pas, je ne les regarde pas. Ils ont d'innombrables sites web, des comptes Twitter, des armées de comptes Twitter, des armées en ligne, des bots, tout. Et aussi des chaînes Telegram. Ils surpassent de loin les médias d'État iraniens. Je suppose que chaque année, des milliards de dollars y sont investis, car ils payent 3 ou 4 000 personnes en Albanie, qui se trouvent dans un camp là-bas, travaillant jour et nuit sur Facebook, Instagram, Twitter et tout le reste. Moi, je n'ai qu'un compte Twitter. Tout le reste a été fermé. Mon compte Facebook, Instagram. Désolé, je n'ai que Twitter. Je ne connais pas grand-chose aux autres plateformes. Mais en tout cas, le fait est qu'ils dépensent des milliards de dollars par an dans la guerre psychologique et qu'ils essayent de créer des difficultés économiques. C'est ça, leur sanction de pression maximale. Et aujourd'hui, il y a ces foules dans les rues et les médias occidentaux essayent de cacher le fait que des millions de personnes sont dehors aujourd'hui. Des millions. Je ne connais pas les chiffres, mais des millions à travers le pays. Eh bien, personne n'a besoin de me croire sur parole. Ils peuvent simplement regarder les images, ville après ville, observer les foules et juger par eux-mêmes si c'est quelque chose qui se produit dans leur pays ou non. Oui, j'ai vu ces marches aussi, les manifestations en soutien au gouvernement. Et oui, elles sont vraiment énormes. Je ne les ai pas encore vues sur nos chaînes d'information ici en Europe pourtant. Mais ne compte pas sur le fait qu'ils soient diffusés sur l'un d'eux. Encore une fois, il y a ici une volonté de contrôler le récit. Et comme tu l'as dit, il s'agit de présenter un gouvernement comme illégitime dans le but de le renverser, de le détruire. Les personnes qui s'expriment aujourd'hui le plus bruyamment, affichant une prétendue empathie pour le peuple iranien, il est difficile de les prendre au sérieux, car ce sont les mêmes qui ont récemment bombardé l'Iran et qui sont tout à fait favorables à recommencer. Et maintenant, bien sûr, ils considèrent l'Iran comme un obstacle à leurs intérêts géopolitiques dans la région. Donc cette idée selon laquelle on peut simplement montrer quelques manifestants dans la rue et dire « Eh bien, voici les vrais Iraniens épris de liberté, et nous devons tout faire pour les soutenir », ce n'est pas sincère. On peut être pour ou contre le gouvernement iranien. Mais indépendamment de cela, aucune de ces couvertures médiatiques n'est authentique ni véritable. Mais que savons-nous de l'implication des agences de renseignement étrangères en Iran dans l'attisement de ces événements? Je sais que dans certains médias, on dit que ce n'est que de la propagande iranienne habituelle. Cependant, nous voyons que Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, et sous Trump, l'ancien secrétaire d'État, a tweeté « Bonne année à chaque Iranien dans la rue » et aussi à chaque agent du Mossad marchant à leur côté. Alors, devons-nous nous inquiéter que l'ancien directeur de la CIA participe à la propagande iranienne? Ou bien, vous savez, c'est devenu, je pense, une idée largement admise, acceptée par la plupart. Mais avez-vous des informations ou des révélations sur la mesure dans laquelle les agences de renseignement étrangères sont impliquées dans les tentatives de déstabilisation du pays? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, vous savez, si vous assistez au rassemblement à Téhéran, qui, j'en suis sûr, comptait bien plus d'1 million de personnes, je ne connais pas les chiffres exacts, mais c'était tout simplement extraordinaire. Si vous allez parler à ces gens, ils ne partagent pas tous la même opinion politique. Certains soutiennent ce gouvernement, d'autres s'y opposent. Leurs points de vue sont complètement différents. L'essentiel, c'est qu'ils soutiennent la Constitution et la légitimité de l'État et qu'ils sont prêts à faire de grands efforts pour les défendre. Parce que,
Comme vous le savez, vous êtes allé à Téhéran. Aujourd'hui n'était pas un jour férié. You've been to Tehran. Just get it. Today was not a holiday. Just getting there. And Le simple fait d'y aller et d'en revenir prend des heures. Et beaucoup de ceux qui ont participé venaient du travail ou devaient y retourner ensuite. Et c'est une immense ville. En d'autres termes, ce n'est pas comme moi, en tant qu'universitaire, vous savez, mon salaire est nettement plus élevé que celui d'un ouvrier ou de bien d'autres personnes. Donc eux, pour s'y rendre, passent pratiquement toute une journée, simplement pour prendre position, pour faire savoir qu'ils s'opposent à ce terrorisme, à ces émeutes et à la domination des États-Unis et de l'Occident sur notre pays. Ce n'est pas comme dans les petites villes, où il est plus facile de se rendre aux manifestations. À Téhéran, le simple fait d'y arriver est plus difficile que de participer aux manifestations, et le retour est lui aussi un véritable défi. Les gens font donc une déclaration claire. En ce qui concerne l'ingérence étrangère, je pense que c'est évident comme le jour, non seulement à cause de ce qu'a dit Pompeo, mais aussi du Mossad. Sur leur compte en langue persane, ils ont parlé de la participation de leurs agents en Iran. Et plusieurs responsables israéliens se sont exprimés à la télévision israélienne et ont dit plus ou moins la même chose. Mais pour prouver leur point, la raison pour laquelle ils ont coupé Internet en Iran, ils l'ont complètement arrêté, c'est parce que ces émeutiers étaient tous coordonnés. Et ils viennent de groupes différents. Ce sont des membres de l'État islamique. Ce sont les Moudjahidines et Khalq, l'organisation terroriste basée en Europe. Ce sont les monarchistes. Ce sont les Komala, un groupe terroriste kurde. Et tous ces groupes différents étaient actifs. Ils tuaient des gens, détruisaient des cliniques, des banques, des voitures particulières, des maisons privées, une véritable folie. Et certains de ces individus d'ailleurs prenaient de la drogue, et il existe des images qui le montrent. J'en ai peut-être tweeté une, où l'on voit une femme distribuer des choses aux autres. Mais en tout cas, ces personnes extrêmement violentes, quand Internet est tombé en panne, tout s'est soudainement effondré. Pourquoi ? Parce qu'elles ne pouvaient plus s'organiser à travers le pays. Tout s'est effondré. C'est pour cela que nous n'avons pas Internet. C'est pour cela que j'ai dû venir jusqu'ici. Je suis allé au rassemblement, je suis resté coincé dans les embouteillages, j'y suis allé, j'ai marché pendant 1h30, je suis rentré chez moi, je me suis à nouveau retrouvé dans les embouteillages, puis j'ai traversé toute la ville jusqu'à ce studio. J'ai donc dû conduire environ 1 heure juste pour avoir Internet et pouvoir te parler. Il n'y a pas d'Internet pour les gens ordinaires, à moins que quelqu'un n'ait, disons, le système de Musk, peu importe comment il s'appelle. Donc quand ils ont coupé l'Internet, le réseau s'est soudainement effondré. Et comme je l'ai dit, c'est parce qu'il existe un vaste réseau à l'échelle nationale, actif dans différentes parties de Téhéran, dans les grandes villes et à travers le pays. Il s'est soudainement désintégré. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus capables de se coordonner avec leurs bailleurs de fonds à l'étranger. Et bien sûr, beaucoup de ceux qui ont été arrêtés étaient armés. Ils tiraient depuis la foule sur la police. Comme je l'ai dit, il semble que certaines personnes aient été touchées par des tirs provenant de l'intérieur de la foule. Cela m'a rappelé le Maïdan, si tu te souviens, en 2014, lorsque les personnes derrière le coup d'État tiraient à la fois sur la police à Kiev, ou Kiev, selon qui contrôlera la ville l'année prochaine. Nous devrons alors décider du nom que portera la ville. Mais ils tiraient à la fois sur la police et sur les gens dans les rues. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient plus de morts. Comme je l'ai dit, je pense que lorsque quelqu'un comme Pompeo, et même le Mossad lui-même, publie une déclaration en persan affirmant qu'ils sont sur le terrain en Iran, pourquoi devrions-nous prouver quoi que ce soit?
ce sont eux qui s'en Why vantent. should we need to prove anything? They are the ones who are boasting about it. That's fair enough. C'est tout à fait juste. Eh bien, j'ai vu que Trump avait prononcé l'un de ses discours dans son avion où il affirmait que l'Iran avait appelé hier et voulait négocier. Encore une fois, cela ressemble à une situation d'otage où il semble presque revendiquer la responsabilité de ce qui se passe sur le terrain en Iran. Donc oui, l'Iran veut négocier. Mais j'imagine qu'il y a quelque chose derrière tout cela. Est-ce que c'est à propos... est-ce que c'est à propos d'un nouvel accord nucléaire? Est-ce que c'est pour réduire la capacité de dissuasion de l'Iran en matière de missiles balistiques conventionnels? Est-ce que c'est lié au soutien de l'Iran à ses partenaires dans la région? Qu'est-ce que les États-Unis veulent négocier cette fois? What is it that the United States want to negotiate this time? Well, no one contacted him. And his ignorance Eh bien, about the situation personne ne l'a contacté. Et son ignorance de la situation, Glenn, je pense que tu devrais vraiment en prendre note, et ton public aussi. Il a dit ou tweeté ou publié sur son compte social, je suppose, que la deuxième plus grande ville d'Iran était tombée aux mains des manifestants ou des combattants de la liberté ou des émeutiers, ou peu importe comment il les appelle. Enfin, je ne sais pas comment il les a appelés. Quelle ville? Quand? Qui l'a prise? Aucune ville, aucun village n'a été pris par qui que ce soit. Si ces informations, si sa connaissance de la situation sur le terrain sont aussi faibles, alors qui lui fournit du renseignement? Qui lui transmet des informations sur les événements aux États-Unis, en Ukraine, au Venezuela? Il a dit, je ne sais pas s'il est déjà sorti de Téhéran, je pense qu'il faisait allusion à la ville de Machhad. I think he was alluding to the city of Mashhad. The city of Mashhad, I don't know how large it is. It must be 3-4. La ville de Machhad, Maybe three je ne sais pas quelle est sa taille. Elle doit compter 3 ou 4 millions d'habitants. Je ne sais pas, peut-être 3 millions et demi de personnes. Ce serait quelque chose d'énorme. Ce serait considérable. Mais lui, il le dit simplement, et puis, c'est fini. Soit il se contente de retweeter des choses, soit il y croit. Je ne pense pas qu'il se contente de le faire. Je pense qu'il croit probablement ce qu'on lui dit, ouais. Ou bien il le voit sur Fox News. Je ne sais pas d'où il tire ces informations. Mais le point que j'essaie de souligner, c'est que le chef des États-Unis est totalement ignorant des faits les plus élémentaires. Et quand quelqu'un est aussi ignorant de faits de base, alors ses actions, ses décisions, ses politiques vont toutes reposer sur quelque chose de complètement faux, et elles échoueront toutes. Alors, que veut Trump? Trump veut, si tu te souviens, pendant la guerre de 12 jours, il a aussi tweeté, enfin j'utilise le mot tweet au sens large, je ne sais pas si c'était via les réseaux sociaux ou ailleurs, mais il a tweeté que, comment dire, il a dit, comment appelle-t-on ça quand quelqu'un doit se rendre? Il a utilisé un terme comme « reddition complète ». L'Iran doit se rendre, le pays doit se rendre. Pourquoi fait-il cela? Sur la base de qui lui donne ce genre d'informations? Qui lui dit que l'Iran est dans une situation aussi mauvaise? Et puis il s'avère que, comme tu le sais, à la fin de la guerre, les Israéliens suppliaient pour un cessez-le-feu. Donc, reddition absolue, je crois. C'est ce qu'il a tweeté. So, absolute surrender, I think. I think that's what he tweeted. But in any case, I think what he wants. Mais en tout cas, is, je pense que ce qu'il veut, c'est ce que veut le régime israélien. And what does the Israeli Et que regime veut le want? régime He israélien? wants a broken West Asia. Il veut un Asie occidentale et une Afrique du Nord brisée. Il veut une Asie occidentale fragmentée. Il veut détruire les États-nations. Et je n'ai aucun doute que le régime israélien, en fin de compte, s'il en avait l'occasion, ferait la même chose à l'Arabie saoudite qu'il a faite à la Syrie. Il ferait la même chose à l'Égypte et il ferait la même chose à la Turquie. La folie d'Erdogan, c'est qu'il a contribué à faire naître cette arrogance parmi les dirigeants du régime israélien en aidant avec le régime qatari, tous deux bien sûr, sous l'égide de la politique américaine, la politique d'Obama de l'opération Timber Sycamore. Ils ont détruit la Syrie. Et ainsi, ils ont renforcé le régime israélien sur ce front particulier. Empowered the Israeli regime on that particular front.
Erdogan thought he's going to Donc Erdogan pensait qu'il allait en quelque sorte créer un mini-empire ottoman. Maintenant, il partage des frontières avec le régime israélien. Et évidemment, le régime israélien a l'avantage, car au bout du compte, ce qu'Erdogan n'a jamais pris en compte, c'est que son allié à la Maison-Blanche choisira toujours le régime israélien plutôt que lui et son pays, à tout moment et en toutes circonstances. Ce que les Israéliens voudraient, c'est voir une Turquie affaiblie, ou bien une Turquie, une Arabie saoudite, une Jordanie et bien sûr un Iran divisé. Mais je pense, encore une fois, qu'ils ne comprennent tout simplement pas l'Iran. Comme je l'ai dit au début de l'émission, tous les 2, 3 ou 4 ans, ils affirment que l'Iran est sur le point de s'effondrer. Et d'ailleurs, tout le mouvement Femmes, Vie, Liberté, c'était la même chose. C'était entièrement faux. Mahsa Amini a été emmené dans un commissariat, à tort ou à raison. Ce n'est pas la question. Et puis elle est morte. Elle s'est effondrée. Et ensuite, BBC Persian, cet empire des médias persans en Occident, comme je l'ai dit, a commencé à affirmer qu'elle avait été battue à mort. Et beaucoup de gens l'ont cru. Après environ 3 jours, ils ont diffusé des images montrant qu'elle allait parfaitement bien, qu'elle n'était pas blessée et qu'elle s'était simplement effondrée. Il s'est avéré qu'elle avait une condition préexistante. Elle avait subi une opération lorsqu'elle était enfant. Et de toute façon, l'autopsie n'a rien montré de tout cela. J'étais sur LBC ou quelque chose du genre il y a quelques jours, et l'animatrice disait qu'une enquête de l'ONU avait été menée en Iran. J'ai dit, eh bien, citez les personnes de l'enquête, les membres de l'équipe. Elle inventait tout simplement. À l'époque déjà, ils utilisaient la même guerre psychologique et ont provoqué un élan vers les émeutes. Et ensuite, nous avons eu le même processus. Beaucoup de gens croyaient qu'elle avait été battue, alors ils sont descendus dans la rue et ont manifesté, bien plus nombreux que lors des protestations économiques de la semaine dernière. Mais celle-ci était également pacifique. Les 2 premiers jours se sont déroulés dans le calme, puis il y a eu des infiltrations, et cela est devenu violent. À l'époque déjà, on disait que l'Iran était sur le point de s'effondrer, et les gens descendaient dans la rue. Cette fois, les gens sont sortis d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, ou du moins dont je ne me souviens pas. Donc, cela se produit tous les 3 ou 4 ans. Mais cette fois, j'espère que ce sera la dernière, car je pense que l'Empire décline si rapidement qu'il n'aura plus dans 3 ou 4 ans la capacité de faire quoi que ce soit au peuple iranien comme il l'a fait au cours des 4 dernières décennies. C'est une chose dangereuse pourtant. J'allais dire que c'est très dangereux de croire à sa propre propagande de cette manière. Mais on voit souvent que c'est ce qui se passe pendant les conflits, car quelque chose de similaire s'est produit en 2014. C'était après que la Russie a repris la Crimée. À cette époque, le président Obama est intervenu et a rejeté le raisonnement du gouvernement russe, car les Russes avaient dit « Eh bien, vous avez pris le Kosovo ». Ils ont été autorisés à faire sécession sans la permission du pays. Alors pourquoi pas la Crimée ? Et le raisonnement d'Obama était « On ne peut pas comparer, car au Kosovo, il y a eu un référendum. Il y avait de nombreux observateurs internationaux pour s'assurer que c'était légitime. » Il entre presque dans les détails sur la manière dont cela a été mené. Et à la fin, tu sais, il n'y a jamais eu de référendum au Kosovo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aucun journaliste ne pouvait le signaler. Du genre, attendez une seconde, ça n'est jamais arrivé. Parce qu'alors, on soutiendrait le récit russe. Et ça, c'est interdit. Donc cela devient presque une obligation morale pour chaque journaliste occidental de faire comme s'il n'avait rien entendu ou d'agir comme s'il y avait eu un référendum au Kosovo. Et on voit la même chose avec la guerre en Ukraine. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, et que ce que disent les Russes est en fait vrai, mais que cela ne met pas Trump ou les États-Unis ou l'OTAN en valeur, on se dit simplement
Bon, allons dans ce sens. Et au bout d'un moment, ça finit par créer sa propre réalité. Mais j'allais dire, avec Marandi, l'idée que cette ville soit tombée. Enfin, c'est ça le problème avec les think tanks et tout le reste. Si tu peux contrôler l'information qui parvient aux politiciens, alors tu n'as pas vraiment besoin de contrôler les politiciens eux-mêmes, juste ceux qui leur soufflent à l'oreille. Mais la question reste toujours la même. Est-ce Trump qui manipule sa base quand il dit que la deuxième plus grande ville d'Iran est tombée? Ou bien est-ce Trump qui se fait manipuler par ses conseillers? Ou, tu sais, c'est peut-être simplement de la stupidité. J'ai vu Trump, à plus d'une occasion, affirmer que Maduro avait tué des millions de personnes. C'est un sacré exploit pour un pays de la taille du Venezuela, mais c'est déconcertant. Cela m'offense, car nous sommes censés être ceux qui tuent le plus, et les Iraniens sont les plus maléfiques de tous. C'est donc offensant pour nous que Maduro obtienne le plus grand nombre de meurtres dans le système de classement américain. Tu as tout à fait raison. Dans le cas de l'Iran, c'est pire que la Russie ou la Chine. Pourquoi? Parce que l'Iran soutient la Palestine. C'est le problème depuis presque 50 ans. L'Iran se sacrifie pour le peuple palestinien, et il le fait depuis des décennies. Malgré le Qatar et d'autres, ces dictatures riches en pétrole et en gaz, qui encouragent le sectarisme et cherchent à créer de la haine envers l'Iran au fil des années, et alors que l'Occident a toujours diabolisé l'Iran, les gens voient maintenant la vérité. Et qu'est-ce que cela dit, Glenn? Qu'est-ce que cela dit de l'Iran? Après toutes ces sanctions économiques, après toute cette hostilité, avec cet empire médiatique persan anti-iranien en Occident, et avec ces émeutiers financés par l'Occident, et les services de renseignement occidentaux qui travaillent tous avec eux, parce que le Mossad ne travaille pas avec eux. C'est la CIA, le MI6, le renseignement français, ils sont tous de mèche. Les ambassades occidentales à Téhéran et dans nos pays voisins, ils en font tous partie. Mais qu'est-ce que cela dit de la République islamique d'Iran, que malgré tout cela, si elle demande au peuple de descendre dans la rue, on voit les gens sortir en si grand nombre. Quel pays peut faire cela? La France peut-elle le faire? Macron peut-il le faire? Le Premier ministre britannique peut-il le faire? Le chancelier allemand peut-il le faire? Cela montre un haut degré de légitimité. Mais en Occident, ils ne veulent pas reconnaître l'Iran comme légitime, car cela détruit toute leur notion de suprémacisme, l'idée qu'ils sont supérieurs au reste d'entre nous, qu'ils ont des privilèges et des droits particuliers, qu'ils sont plus civilisés que nous. Bien sûr, ce récit est en train de s'effondrer, car nous avons vu le génocide en cours à Gaza. Et il n'y a aucune différence entre Trump et AOC. AOC a publié un message hier disant que nous devrions soutenir le peuple iranien. En d'autres termes, quoi? Une intervention? Davantage de sanctions? Les sanctions visent toutes les gens ordinaires. Nous le savons. Ainsi, les États-Unis sont déjà en guerre contre les femmes et les enfants en Iran. Mais que dit AOC? Elle essaie de pousser Trump vers la guerre, vers une confrontation accrue. C'est un parti unique. Il n'y a aucune différence entre eux, peut-être sur certaines questions d'avortement, ou peut-être sur la fiscalité. Mais en ce qui concerne l'Empire, ils sont tous pareils. AOC est l'une des dirigeantes du Parti démocrate, et elle est censée être progressiste. Et beaucoup de progressistes que toi et moi connaissons et respectons l'ont soutenue. Et voilà ce qu'elle dit maintenant. Donc le parti unique est essentiellement là pour préserver l'Empire. Mais l'Empire est en train de s'effondrer. Pourtant, au bout du compte, ces gens n'y réfléchiront pas, mais d'autres devraient le faire. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, lundi, des millions de personnes en Iran soient descendues dans la rue en disant « Nous soutenons l'État, nous soutenons la Constitution, nous soutenons l'Ayatollah Khamenei,
et nous soutenons les politiques de l'Iran. Nous condamnons les États-Unis, le régime israélien, l'Occident et ceux qui soutiennent les émeutiers. Qu'est-ce que cela dit de l'Iran? Et qu'est-ce que cela dit des régimes occidentaux, des médias et des récits des groupes de réflexion à propos de l'Iran? Regime and media and think tank narratives about Iran. Même si quelqu'un voulait encourager une société plus ouverte, attaquer un pays n'est généralement pas la bonne méthode. Je veux dire, I mean, about open societies. The first day of the protest, Je veux dire, à propos des sociétés ouvertes. Le premier jour des manifestations, il n'y a eu aucune violence, aucune. Mais au Royaume-Uni, si vous tenez une pancarte, si une femme juive de 85 ans tient une pancarte disant « Je suis contre le génocide », elle va en prison. À Berlin, on frappe des gens simplement parce qu'ils portent un kéfieh, symbole du peuple palestinien. En Iran, la police n'est intervenue qu'après que les choses sont devenues violentes, après qu'on a commencé à tuer des policiers. Et nous avons des images de cela, beaucoup d'images. Ils ont brûlé 2 jeunes hommes dans une mosquée, ils les ont piégés à l'intérieur et ont lancé des cocktails Molotov, les brûlant vifs. Ou cette infirmière. Alors l'Occident n'est pas en position de parler de société ouverte. La société iranienne est bien plus ouverte que celle de l'Occident. En Occident, ils commettent un génocide. En Iran, ils s'opposent au génocide. En Occident, on arrête les gens qui s'opposent aux pratiques génocidaires. En Palestine, il ne s'agit même pas de leur propre pays. Vous savez ce qu'ils ont fait aux étudiants des universités aux États-Unis. La liste est longue. Je veux dire la façade, la prétention selon laquelle ils formaient une société libre et ouverte. Tout cela a disparu. Plus personne n'y croit. Les médias occidentaux détournent le regard pendant que le génocide se poursuit, en prétendant que les émeutes en Iran étaient pacifiques et que des millions de personnes les soutenaient. Maintenant que des millions de personnes descendent dans les rues de Téhéran pour dire non à l'Occident, ils détournent encore le regard. Ce n'est pas une société libre, ce n'est pas une société démocratique, ce n'est pas une presse libre, ce n'est qu'une façade. concernant ce que vous avez dit à propos d'AOC, cela m'a rappelé une déclaration du premier président de la Tanzanie. Il avait dit que les États-Unis étaient aussi un État à parti unique, mais qu'avec l'extravagance typiquement américaine, ils en avaient 2. J'ai trouvé que c'était une citation intéressante. Ma dernière question, cependant, est de savoir où tout cela pourrait mener. Car, comme nous le savons d'après les précédents cas de tentatives de déstabilisation d'un pays, l'objectif ici n'est évidemment pas aussi altruiste que la rhétorique le laisse entendre. Nous avons entendu de la part d'Israël et de certaines voix aux États-Unis que la guerre pourrait être envisagée. En fait, hier encore, le sénateur américain Lindsey Graham a suggéré qu'il pourrait frapper l'Iran la nuit dernière ou aujourd'hui. Cela semble donc imminent. Une attaque contre l'Iran. Mais oui, bombarder l'Iran pour aider son peuple, c'est la logique que nous suivons maintenant. Selon vous, quelle est la probabilité d'une guerre à ce stade? Eh bien, c'est de cela qu'il s'agissait depuis le début. Ils ont manipulé la monnaie pour créer du mécontentement et des troubles. Puis leurs équipes hautement entraînées, très bien entraînées, la police l'a dit, ce n'est pas comme tout ce qu'ils ont vu auparavant. Leurs équipes sont sorties et ont commencé de manière systématique à détruire des biens et à tuer des gens. Tout cela visait donc à créer, je ne sais pas, de l'instabilité en Iran. Ou du moins un récit d'instabilité en Iran, disons. Ce serait plus exact, afin de légitimer des frappes contre le pays. Et c'est pour cela que la CIA, le Mossad et d'autres font cela. Ils essayent de créer la justification d'une guerre. Mais l'Iran est prêt pour la guerre. Et après les manifestations que nous avons vues aujourd'hui, le peuple soutient l'État comme pendant la guerre de 12 jours. People are behind the scenes, just like during the 12-day war. These people who carried out the riots,
Ces personnes qui ont mené les émeutes n'étaient pas avec le peuple pendant la guerre de 12 jours. Elles étaient opposées, elles étaient de l'autre côté, une petite minorité. Mais après aujourd'hui, si les États-Unis frappent, ce sont ces personnes qui resteront fermes et résisteront lorsque l'Iran ripostera. Et l'Iran pourrait frapper le premier s'il perçoit une menace imminente. C'est une nouvelle politique. Les Iraniens ont déclaré que s'ils se sentent menacés, ils pourraient lancer une attaque avant l'autre camp. Comme Trump a menacé l'Iran et que le régime israélien a déjà mené une attaque éclair, l'Iran est aujourd'hui bien plus préparé à la guerre. Ironiquement, les 10 derniers jours ont fini par renforcer l'Iran plutôt que de l'affaiblir. Cela a rendu la population unie et en colère contre ces émeutiers, ces terroristes et les Occidentaux qui les soutiennent, car ils ont provoqué tant de morts, de chagrin et de destruction. Je pense donc que l'objectif, depuis le premier jour, en commençant par la manipulation de la monnaie, était de créer un environnement permettant de justifier une guerre. Et c'est exactement ce que ferait Trump. Les Américains bombarderaient et tueraient des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'Iraniens, en pensant que le monde soutiendrait ces manifestants. Mais en réalité, ce qui se passera, c'est que l'Iran ripostera contre les Américains avec une telle force et sur tous les fronts que cela fera s'effondrer l'économie mondiale et l'économie américaine avec elle. Et certaines personnes en Occident me disent « Cela n'arrivera pas ». Eh bien, nous verrons. Nous verrons. Les capacités de l'Iran ont vaincu Israël. Chacun peut aller voir ce que Steve Bannon a dit le lendemain du cessez-le-feu. Il a affirmé que la véritable histoire, c'est que Netanyahou et le régime israélien étaient désespérés. Ils subissaient de lourdes frappes et avaient besoin d'un cessez-le-feu pendant les 3 ou 4 derniers jours, peu importe. Aujourd'hui, l'Iran est bien mieux préparé. Mais surtout, ses capacités à frapper le régime israélien sont bien plus grandes qu'il y a 7 mois. Cependant, ce n'est qu'un aspect secondaire. Les véritables capacités de l'Iran ne sont pas dirigées contre les Israéliens. Elles visent les Américains, le Golfe Persique et l'océan Indien, l'autre rive du Golfe Persique. Pourquoi? Parce que depuis 3 décennies, les Américains affirment que toutes les options sont sur la table. Alors, depuis 3 décennies, l'Iran se prépare à une guerre contre les États-Unis. L'Iran possède de nombreuses bases souterraines de drones et de missiles, des missiles à courte portée, à moyenne portée, qui sont bien plus faciles à déplacer et à tirer que les missiles à longue portée, et ils sont bien plus nombreux. Ainsi, l'Iran peut dévaster très rapidement tout ce qui se trouve sur son chemin. Et dans une situation où les États-Unis voudraient faire la guerre à l'Iran, ce dernier ne se retiendrait pas. Les Américains ont frappé l'Iran une fois, et l'Iran a détruit des installations américaines clés à Doha avec 6 missiles qui ont touché la base. Les Américains l'ont d'abord nié, si tu te souviens, mais ensuite les images sont sorties. Les Américains veulent faire la guerre. Ce ne sera pas comme ça. Les Iraniens vont se battre à fond. Le président du Parlement l'a dit aujourd'hui, et je crois qu'il l'a aussi dit hier au Parlement. Donc je pense que c'était l'objectif, et je pense que c'est ce que veulent les sionistes et les néoconservateurs. Mais au final, si cela arrive, cela détruira les économies occidentales. Ce n'est pas quelque chose que nous voulons. Ce n'est pas quelque chose que voudrait une personne sensée. Mais les États, l'Occident, sont entre les mains des sionistes. Quand AOC et Trump disent la même chose, il y a une raison à cela. Les personnes qui ont réellement de l'influence et du pouvoir leur disent de dire la même chose. J'ai aussi l'impression que s'ils décident de lancer une nouvelle guerre contre l'Iran,
et cela semble de plus en plus probable. Les choses se dérouleront très différemment cette fois-ci. And also, Glenn, Mais tu penses vraiment que l'Iran pourrait frapper le premier? Iraq. If there's Juste war in une Iran, chose, Iran's allies à propos de in Iraq l'Irak. will take out S'il y a une guerre avec l'Iran, les alliés de l'Iran en Irak s'en prendront aux Américains, Iran's et les partisans de l'Iran en Azerbaïdjan ne resteront pas silencieux. Il en va de même au Yémen. Ce n'est pas une guerre que les Américains peuvent gagner. Ils n'ont aucune chance. Et ce ne sont plus les États-Unis d'il y a 20 ans. Et cet Iran-là n'est pas l'Irak. L'Iran n'est même pas le Vietnam. Alors tu sais, encore une fois, les sionistes s'en moquent parce qu'ils mettent Israël avant tout. Ils ne se soucient pas des intérêts américains. Ils veulent la guerre parce que cela sert les intérêts du régime israélien. Ils ne se préoccupent pas des conséquences, ni de la manière dont cela pourrait dévaster l'Europe, les États-Unis et le monde entier. Eh bien, professeur Marandi, merci d'avoir pris le temps. Je savais que je devais traverser la ville pour me rendre au studio, alors je vous en suis vraiment reconnaissant. See, Glenn, when I say always a pleasure. Tu vois, Glenn, quand je dis que c'est toujours un plaisir, toujours un honneur, je te dis la vérité, parce que je comprends. Le fait qu'il m'ait laissé entrer dans ce bâtiment pour faire cette interview, utiliser Internet, traverser la ville, tout cela montre à quel point ton émission est excellente. Eh bien, nous l'apprécions énormément. Merci. Thank you. Thank you.